Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un journaliste, écrivain, producteur et professeur, passionné de littérature et de théâtre, avec une diction et une érudition remarquables. Il a animé pendant 27 ans Un livre un jour sur France 3, à peu près 6000 émissions. Il me semble, vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit d'Olivier Barraud, qui est mon invité, et j'en suis ravie. Bonjour Monsieur Barraud. Bonjour Marie. Ravi de vous recevoir. De retour sur KTO, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez nous visiter, c'était il y a 13 ans. C'était environ, il y a quelque temps, c'était hier, comme vous dites. À l'époque, c'était avec un livre Tout feu, tout flamme, une anthologie sur le cinéma. Cette fois-ci, c'est avec un portrait beaucoup plus intime, beaucoup plus introspectif. Il est juste à côté de vous. Portrait d'Ytkin, aux éditions Gallimard. Un homme dont vous dites vous-même qu'il a été admiré, aimé, puis oublié. C'est le portrait d'un homme, un hommage que vous faites d'ailleurs, d'un homme total de théâtre, résistant, dont le parcours tragique épouse en plus celui de votre propre famille, ce que vous nous révélez en cours de route et d'ailleurs à travers votre enquête. Est-ce que ce parcours sur les traces de Sylvain Ytkin, homme de théâtre et donc résistant, est-ce que ce parcours a-t-il été une révélation ou une évidence ? J'ai cheminé avec Sylvain Ytkin depuis, j'oserais dire, depuis toujours. C'est quelqu'un que j'avais remarqué alors que je découvrais La Grande Illusion, le fameux film de Jean Renoir, tourné en 1937, et que cette découverte, je l'ai effectuée en compagnie de ma mère, qui adorait le cinéma et qui emmenait son fils et sa fille voir un certain nombre de films classiques, en l'occurrence. Et j'avais été frappé par une scène dans laquelle ce Sylvain Ytkin intervient, qui est une scène un peu drôlatique, alors que le contexte de ce long métrage est plutôt tragique, en tout cas plutôt grave, puisqu'il s'agit de prisonniers français en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Mais il a une scène absolument épatante, où il se trouve en contact avec d'autres des détenus de la forteresse où se déroule ce film. Les détenus en question, c'est Jean Gabin, c'est Pierre Freinet, c'est Marcel Dalliot, c'est Julien Carrette, bref, des gens tous remarquables comme comédiens et connus comme tels. Et puis il y a ce Sylvain Ytkin qui est un peu en arrière de la main, si je puis dire, mais qui participe d'une scène très pittoresque où il explique pourquoi il se trimballe toujours avec 2 énormes livres. Eh bien parce qu'il traduit Pindare, le poète grec, qui, dit-il, a toujours été si mal traduit. J'ai vu ça il y a très très longtemps, et puis je suis devenu un cinéphile ardent, et je dois dire que je crois que je connais convenablement le cinéma français classique, disons. J'ai revu La Grande Illusion 50 fois. C'est certainement l'un des films que je connais le mieux. Et toujours, ce Ytkin, dans cette scène et dans quelques autres, m'enchantait. Et puis je me suis intéressé au spectacle, ça a été ma vie professionnelle, ça l'est toujours. Et j'ai appris beaucoup de choses sur les acteurs de complément, les acteurs de second plan. J'ai écrit beaucoup de livres avec mon ami Raymond Chirat à ce sujet. Et toujours, je retombais, entre guillemets, et avec quel bonheur, sur Sylvain Ytkin. Et puis j'ai fini par me soucier de ce qu'avait été son existence, ce qu'avait été son apport à la création, notamment théâtrale, car c'est un acteur qui a tourné un peu au cinéma, La Grande Illusion, mais c'est surtout un homme de théâtre. C'est un homme de mise en scène, c'est un auteur, c'est un théoricien, c'est un acteur, c'est quelqu'un qui a accompli tous les métiers de la scène avec une passion jamais démentie. À ça s'ajoute le fait que c'était un homme engagé. C'était un citoyen français d'origine étrangère, comme beaucoup de nos compatriotes, venu de Lituanie par son père, mais né à Paris. Et la destinée de cet homme-là, la cohérence de son parcours, les vertus, c'est un mot à quoi je tiens, les vertus qui sont les siennes, c'est plus que les qualités, ce sont des considérations à caractère moral, éthique même. La cohérence de tout ça qui va jusqu'au sacrifice suprême m'a bouleversé depuis toujours. Il fallait que je raconte son histoire. Et une histoire qui, je le disais, et vous l'écrivez aussi, résonne fortement avec la vôtre, avec celle de votre père, et celle également de votre mère. Je pense au dernier. Est-ce qu'il faut tout dévoiler ?
Il fallait pas un petit peu. Il n'est là-dedans aucune révélation, aucun scandale. Il y a des points de congruence qui sont étonnants. Oui, là il faut reconnaître que là j'ai vécu en écrivant ce livre des moments tout à fait imprévisibles et évidemment chargés d'une très grande émotion. En 2 mots, je commence à écrire ce livre avec la pleine approbation de mon éditeur, la Maison Gallimard, qui publie mes livres depuis déjà quelques années. Et j'écris ce livre, je procède à des recherches évidemment, notamment à la Bibliothèque nationale, mais pas seulement. Je rencontre des gens qui peu ou prou sont familiers de la destinée d'Itkin, notamment sa fille et sa nièce, que je salue, et qui sont devenus des amis et qui sont toujours de ce monde ô combien. Et ne voilà-t-il pas qu'au hasard de mes pérégrinations à la fois livresques et personnelles, j'entends le nom d'un réseau de résistance auquel a collaboré de manière éminente Sylvain Itkin. Et ce nom me dit quelque chose. Je me dis, j'ai croisé ce nom dans mes recherches. J'approfondis, je questionne ma sœur, qui est un peu l'historiographe de notre famille, et qui me dit le nom de ce réseau, Kazanga. Kazanga, ce n'est pas un nom de réseau de résistance, on dirait le nom d'une province du Congo, du Katanga. Bon. Elle me dit oui, ça me dit quelque chose. Et nous finissons par découvrir que notre tante, la sœur de notre mère, a milité pendant la guerre dans le réseau Kazanga. Tante Z. Je savais que notre tante avait été résistante, elle a été décorée. Mais poursuivant dans ma quête, je découvre que ma tante a été introduite dans ce réseau-là par notre propre père, donc par son beau-frère. Alors ça, il s'agit de mon père, du père de ma sœur. Mon père était un homme très cohérent dans ses choix politiques, à gauche, à l'extrême gauche. Mais mon père était aussi un patriote farouche et un anti-nazi total, et dès l'origine. Mon père dont je savais qu'il avait été décoré, Jean-Pierre Barrault. Jean-Pierre Barrault, notre père ne nous a pratiquement jamais parlé, à ma sœur et moi, de ce qu'il avait effectivement fait pendant la guerre. Nous savions qu'il s'était comporté de manière à tout le moins décente, je dirais courageuse. Je n'irai pas au-delà dans l'hyperbole. Encore une fois, il a été décoré de la Légion d'honneur à titre militaire. Le à titre militaire dit tout, on dit beaucoup. Et je découvre, au hasard de mes recherches, que Sylvain Itkin et Jean-Pierre Barrault se sont trouvés en même temps à Lyon, capitale de la Résistance, à partir de 1942-43, qu'ils étaient tous les deux spécialisés dans ce qu'on a appelé le renseignement, en clair l'espionnage, que l'un et l'autre ont fait preuve d'une détermination, d'un sang-froid, d'un courage exceptionnel qui leur a valu à tous les deux d'être décorés de la même décoration, avec des attendus justifiant la dite décoration, avec des attendus identiques, le sang-froid, le patriotisme, le courage, le sens de l'organisation et du sacrifice, etc. Le mot sacrifice ne vient pas par hasard dans ma bouche à ce jour, car Sylvain Itkin est dénoncé au tout début août 1944. Il est dénoncé par quelqu'un qui l'a engagé à son service et qui est en réalité une espionne à la solde de la Gestapo, qui rémunère ses services. Elle dénonce la totalité du réseau Kazanga. Mon père échappe à la rafle. Ils sont une cinquantaine qui vont être fusillés sur le champ par la Gestapo de Lyon et sous l'autorité de son chef, qui n'est autre qu'un certain Klaus Barbie. Sylvain Itkin échappe, si je puis dire, à la fusillade qui va avoir lieu à la fin du mois à Saint-Genis-Laval, à côté de Lyon. Il est immédiatement, dès son arrestation, tout à fait début août, c'est-à-dire quelques jours avant la libération de la ville de Lyon d'ailleurs, il est livré à Klaus Barbie et à ses sbires. Il est torturé. Il est torturé à mort. Il meurt sous la torture, sans avoir parlé, au tout début août 1944. On n'a jamais retrouvé son corps. La destinée choisie, celle de la résistance, par Sylvain Itkin,
s'arrête là. Et je découvre donc que très probablement ces deux hommes, Aitken et mon propre père, dans la même ville, les mêmes années, dans le même réseau, pratiquant la même activité d'enseignement, je me dis qu'il n'est pas possible qu'ils ne se soient pas croisés, sinon connus. Et j'écris dans ce livre cette histoire-là qui effectivement rejoint mon histoire personnelle à travers celle de mon père, en mettant les points d'interrogation, les incertitudes qui conviennent, mais avec une probabilité qui me paraît réelle, attestée d'ailleurs par et la fille et la nièce de Sylvain Aitken, qui, je le répète, sont toujours des nôtres, heureusement. Donc on est dans quelque chose qui à la fois me dépasse totalement par la grandeur, par la qualité, par la cohérence, par le courage. Il est un mot que j'ai banni et que je n'emploierai pas pour qualifier le comportement de Sylvain Aitken, qui n'est pas sans rappeler celui de Jean Moulin, des gens qui sont torturés à mort. J'ai banni le mot héroïsme, car le mot est trop faible. Ces gens-là ont accompli une révolution intérieure, un choix de patriotique, politique, idéologique. Je ne dirais pas religieux, même si nous sommes sur KTO, parce que je ne sais pas. Je sais que mon père, lui, s'est engagé dans la résistance pour des raisons très largement idéologiques. Ce sont plus que des exemples, ce sont des figures, ce sont des modèles, évidemment, pour nous autres, qui ne sommes pas grand-chose. Mais il était pour moi crucial de les saluer, de le saluer, Sylvain Aitken, et au passage d'adresser un message posthume à mon propre père qui ne nous a jamais parlé de rien à ma sœur et à moi, sinon, résumant son engagement par une phrase. J'ai fait mon devoir. On conviendra que ça ne manque pas de grandeur. Quelle humilité. Ces destins croisés que vous évoquez, ces loyautés invisibles que vous écrivez, comment elles interrogent? Comment les expliquez-vous? Y a-t-il une explication? Mon père était journaliste, a été journaliste. Comme vous, un homme de l'art aussi, le cinéma? Oui. Mais assez étrangement, les dilections de mon père, qui étaient d'abord et avant tout d'ordre littéraire. Mon père était un grand lecteur, un homme qui, oui, il vivait largement pour la littérature, pas exclusivement, mais largement. Il a légué à ses enfants, à votre serviteur en particulier, une vocation, on peut le dire, vis-à-vis de la chose écrite. Même si j'ai beaucoup aimé le cinéma, je l'aime encore, mais la littérature l'a emporté, et de nos jours maintenant, le théâtre. Mon père était un homme de tout ça, qui nous a légué à ma sœur et moi, à travers les lectures qu'il nous délivrait lorsque nous étions enfants et adolescents. Il nous lisait à haute voix les œuvres qu'il aimait. Je pense que ça a compté considérablement dans ma propre sensibilité et au-delà de ça, même dans ma propre destinée professionnelle, je dirais. Mais je n'ai pas eu à me forcer. J'ai aimé les livres, le théâtre et le cinéma, à quoi il nous avait en quelque sorte introduit, lui et son épouse, notre mère. J'ai aimé ça d'emblée et je n'ai jamais quitté, il faut bien le dire, cet univers-là. Un univers choisi, mais avec quel bonheur. Merci Olivier Barraud pour ce partage. Je vous propose, sans transition, de passer à la deuxième partie de cette émission. C'est la partie dans laquelle je m'éclipse. Et je vais vous proposer 4 mots. 4 mots que je vous propose d'éclairer avec vos mots à vous. M-O-T-S ou M-A-U-X. J'essaierai. À tout de suite, Olivier Barraud. Olivier Barraud, voici la deuxième partie de l'émission, avec ces mots que je vous propose. Et voici le premier qui va résonner. Voyage. Voyage, voyage.
Voyage. Ça serait un résumé tout à fait acceptable de mon modeste parcours, qui effectivement est fait de voyage à un sens peut-être élargi du mot. Le voyage inclut le déplacement, mais le déplacement, il se fait à la fois de façon kilométrique, si je puis dire, et géographique, mais aussi de façon intellectuelle, intérieure, voire psychologique. Après tout, lire, c'est voyager. Ce n'est pas simplement prendre un avion que de voyager, ou de prendre un chemin de fer, plus écologique, ou de voyager à pied. C'est aussi aller voir ailleurs. C'est une expression que j'aime assez, aller voir ailleurs. Comment ils et elles sont, ces gens qui sont nos frères et nos sœurs, qui nous ressemblent énormément, mais qui pourtant appartiennent à une autre culture. J'ai toujours eu cette curiosité-là. J'ai commencé à quitter le territoire français très jeune, et je dois dire que je n'ai pas beaucoup quitté l'idée même d'aller voir ailleurs. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Je ne suis pas là ». Il y en a 3 volumes. Mais non, je ne suis effectivement pas là. J'aime assez donner le sentiment d'être ailleurs, tout en n'étant pas très loin. Parce que même si la distance kilométrique peut être très élevée, et comme je suis allé partout, je suis allé très loin de notre pays, mais en réalité, non. On voyage, et puis on voyage aussi avec ce qui vous fait, ce qui vous touche, avec ce qui, d'une certaine manière, vous signifie, peut-être même vous traduit mieux encore que vos gestes ou que vos mots. J'ai été voir, j'ai eu cette opportunité professionnelle sans prix d'aller voir ailleurs et d'aller voir partout. Car quand je dis partout, je dis partout. Je n'ai pas fréquenté les 193 États membres des Nations Unies, mais j'en ai vu plus de 100. Je n'ai pas d'ailleurs exactement compté, mais ça doit chiffrer au-delà de la centaine. Et quelque chose m'a toujours frappé, qui est d'ailleurs l'une des raisons de mes convictions absolues en ce qui concerne la tolérance et la qualité de l'accueil, la nécessité de l'accueil. C'est que les hommes et les femmes sont tous identiques et que les séparations que l'histoire a introduites entre les êtres humains sont d'autant plus absurdes qu'elles reposent sur des concepts, des réalités qui n'existent pas. La couleur de la peau, les convictions religieuses, les actions militantes, tout ça, c'est de l'écume. Les hommes et les femmes, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit des humains et des citoyens, tous les hommes, toutes les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Quoi de plus beau que cette définition, que cet aphorisme, que ce credo, je dis bien ce credo. Tous les hommes et toutes les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et je me suis avisé et j'ai vérifié que c'est tout à fait exact, que tous les hommes et toutes les femmes ont en tête, au cœur, exactement les mêmes préoccupations. Qu'est-ce qui nous hante, nous, les humains ? La peur de la mort, la peur de la guerre, le souci de transmettre à nos enfants. Ce sont là 3 réalités qui traversent toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les géographies, tout ce qu'on veut nous faire prendre pour des différences. Il n'y a pas de différence. Ce que le voyage démontre à loisir. Il n'y a pas de différence. Pas de différence, mais parfois des préférences, entre guillemets. Quels sont les pays qui vous ont le plus inspiré ? Il est un pays, parmi beaucoup d'autres, mais un qui m'a profondément marqué, dans lequel je ne me suis rendu qu'une seule fois, mais dont le souvenir continue de m'habiter. C'est le Laos, en Asie du Sud-Est, dans la péninsule indo-chinoise, dans ce qui fut l'Indochine française. Le Laos, Vientiane, Luang Prabang, le Mékong. Il m'a semblé, lorsque j'ai eu la chance
d'y pénétrer, il y a bien longtemps maintenant. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'était le sentiment d'une harmonie nous dépassant. Alors, était-ce la prégnance, au fond, du bouddhisme qui prévaut au Laos? Je ne sais pas. En tout cas, j'y ai perçu une sorte de sagesse éternelle et universelle. Un pays qui était capable d'intégrer l'espace et le temps, qui sont ces deux catégories qui nous font, qui nous forment, qui nous traduisent, qui nous habitent. Le Laos les réunit et les pratique. On a le sentiment d'une aspiration à la paix universelle, à la sérénité universelle. Il est là-dedans quelque chose d'assez religieux, j'en conviens, mais moi qui n'ai pas la foi, je suis, je crois, capable d'analyser ou en tout cas de percevoir des éléments qui nous dépassent. Le Laos, l'Angleterre aussi, dans un autre genre, est une terre d'inspiration. Vous avez fait des études dans ce sens-là. Oui. Tiens, d'ailleurs, vous connaissez le poète Michael Edwards? Bien sûr, évidemment. Il était à votre place il n'y a pas si longtemps. Ah, c'est un homme magnifique, Michael Edwards, parce que c'est un Anglais qui est plus français que les Français et un Français qui est plus anglais que les Anglais. C'est un homme de, effectivement, double culture, peut-être triple ou quadruple, je ne sais pas, mais en tout cas qui écrit et qui réfléchit à la fois dans sa langue maternelle, la langue anglaise, et dans la langue adoptée qui a fait de lui un académicien français, qui est notre langue à nous, la langue française. Un immortel franco-anglais. Comme on parle de langue, je vous propose d'aller doucement vers le deuxième mot, qui est le mot verbe. Vous, l'amoureux des mots, du verbe. Verbe, oui. Ah, vous me proposez un vocable, pour le coup, qui est universel, qui se décline de manière diversifiée. Peut-être au fond dit-il tout, le verbe. On nous apprend, en tout cas pour ceux qui sont sensibles à cette forme d'expression, on nous apprend que le verbe peut se faire chair. Il doit même se faire chair, si j'ai bien compris les Écritures. Je me demande d'ailleurs si au fond mon goût du verbe ne vient pas de mon goût de la chair, ou en tout cas de ma sensibilité à la chair. Et je finis par penser que ces deux mots, loin de s'opposer, sont en réalité des synonymes. Je pense que le verbe est fait pour s'incarner, l'incarnation est faite pour se commenter. Donc il y a là quelque chose de à la fois grammatical, oui, je pense, et puis aussi qui nous amène nécessairement au domaine de l'abstrait. Le verbe, c'est à la fois concret, c'est une déclinaison, ce sont des conjugaisons, ce sont des idiomes ô combien différents, parce que si je tiens que les êtres humains sont égaux et se ressemblent, leur manière de traduire cette ressemblance varie considérablement. C'est quelque chose qui a hanté la réflexion des hommes et des femmes depuis toujours, que la variété des mots destinés à qualifier quoi? Notre environnement, notre nature, nos angoisses, nos espérances aussi. Le verbe sert à tout. C'est une sorte de trousse à outils universelle et qui en plus use de sonorités toutes magnifiques, parce que toutes les langues sont belles, sont attirantes, sont séduisantes, sont pour partie incompréhensibles. Moi, je ne déteste pas l'incompréhension, parce que qui dit incompréhension dit recherche de la compréhension. Donc un effort, une réflexion, une générosité, un don. C'est tout ça à la fois. Alors verbe, c'est un véritable mot valise. Il veut tout dire, ou plutôt, il veut tout signifier, le verbe. Ça ne me déplaît pas. Au commencement était le verbe. Il paraît, oui. Et le verbe était en Dieu. Le verbe est capable aussi, ne soyons pas idéalistes ou par trop, il est capable du pire. C'est le verbe qui peut dresser les hommes, les entraîner dans des actions répréhensibles ô combien, qui peut les emmener à la guerre, qui peut les emmener au crime
qui peut les emmener à l'abandon de toute dignité. Car il faut bien que tout ceci soit exprimé. Exprimé par quoi, sinon par le verbe? Il y a des exemples innombrables dans l'histoire de l'humanité qui démontrent la culpabilité du verbe. Non, le verbe n'est pas innocent, mais c'est aussi l'expression de la poésie. Après tout, c'est par le verbe que les plus grands se sont exprimés, les plus grands poètes, ceux qui nous touchent, tous et toutes, aujourd'hui encore, quelle que soit l'antériorité de leur invention et de leur création. Après tout, on joue toujours des pièces d'Échille, je parle de l'Occident ici, c'est quand même ce que nous connaissons le moins mal. On joue toujours des pièces d'Échille qui vivaient entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 2500 ans. Cet homme-là a écrit, sur des parchemins sans doute, il a écrit des intrigues théâtrales que nous aimons toujours avoir représentées. Il y a une sorte d'immanence dans le verbe, l'immanence. Pas mal non plus. Voici le troisième mot, Olivier Barraud, le mot filiation. Oui. Vous, l'auteur du Fils perdu, un hommage à votre père. Oui. Jean-Pierre Barraud, filiation. Allez, je vous laisse éclairer ce beau mot. Filiation qui rime avec transmission, avec éducation. Oui. Un mot qui vous est cher aussi. Oui, oui. Filiation, bien sûr, ne peut que me toucher. D'abord, on va partir du plus dérisoire, donc du plus personnel, pour élargir la signification et l'amplitude. Filiation, la filiation, je l'ai éprouvée, à la fois comme fils, évidemment, mais aussi comme père. Mon père était un homme de conviction, un homme d'honneur. Il nous a fait toucher du doigt, ma sœur et moi, notre mère aussi, ce que ça voulait dire que d'éprouver des convictions, d'aller loin dans la manière d'adhérer à ces convictions. Ce faisant, il a accompli un acte de filiation puisque ma sœur et moi avons reçu ces sentiments-là, ces valeurs fortes, ces valeurs de référence. Pas de grands mots, surtout pas de grands mots. Une manière simplement d'essayer d'être adéquat à ses convictions. Et puis, ça c'est ce que j'ai reçu de lui et de ma mère, porteuse des mêmes convictions, en mineur, de façon peut-être plus exprimée, plus sentimentale. Les rapports mère-fils, il y a toute une littérature depuis que le monde est monde. J'étais plus à l'aise avec ma mère qu'avec mon père. Et puis il y a mon propre sentiment de la filiation et de la transmission. Les deux vont de pair. J'ai 4 enfants et je dis fréquemment que ce que j'ai connu de mieux dans l'existence, moi qui ai voyagé partout, qui ai lu des livres, qui ai écouté de la musique, qui ai fait du sport, j'aime beaucoup le sport aussi, comme expression de soi, de façon d'aller au bout de ce que l'on est. J'ai l'impression d'avoir eu et d'avoir encore accès à toutes sortes d'activités, de pensées ou de réflexions humaines qui vous nourrissent, qui vous font, qui vous structurent de manière définitive. Mais rien ne m'aura intéressé davantage que l'éducation, à commencer par celle de mes enfants, qui sont au nombre de 4. Mon souhait le plus ardent en ce qui concerne précisément la filiation, c'est que mes enfants se souviennent de leur père comme quelqu'un qui aura été présent, tout simplement. Je crois que je l'ai été, il m'arrive de penser que je le suis toujours, ce sont des adultes depuis si longtemps, mais nous avons conservé des relations tout à fait confiantes et tout à fait heureuses. Ce à quoi j'ai aspiré, c'est être précisément un bon père, attentif et présent, y compris dans les tâches matérielles.
que j'ai accompli, je crois, avec constance, sinon à l'égal de leur mère, de mon épouse, qui est une mère magnifique, magnifique. Mais j'ai l'impression, j'espère qu'on se dira, ah ben, il a fait sa part. Et c'est pas simplement se lever la nuit pour changer les couches ou accompagner les enfants à l'école. Tout ceci, ces choses-là, ce sont des plaisirs, ce sont des bonheurs. Je les ai vécus comme tels et j'en conserve le souvenir ardent. Donc la filiation, c'est tout simplement une façon d'être. Et j'aimerais que, j'aspire absolument pas à la postérité, je m'empresse de le dire, mais si on se souvient de moi et si mes enfants se souviennent de moi, j'aimerais que ce soit, oui, j'espère que ce sera comme le souvenir de quelqu'un qui aura été là, tout simplement. C'est déjà pas si mal que d'être là. Vous qui n'avez pas été là, je ne suis pas là, qui voyagiez aussi. Pardon ? Vous avez été là, Oui. paradoxe avec le titre de votre ouvrage, Oui, je ça ne n'empêche suis pas. pas là. Ça C'est n'empêche vrai, pas. C'est vrai, mais ce n'est pas simplement de la présence physique qu'il s'agit. C'est d'une présence à la fois intellectuelle et morale. La réforme intellectuelle et morale d'Ernest Renan, qui est pour moi vraiment un penseur plus que majeur. C'est un penseur référent. Oui, intellectuel et moral, c'est-à-dire qu'il m'est beaucoup advenu d'être ailleurs. Ça a été, et ça demeure une part importante de mon existence, et notamment de ma vie professionnelle. J'ai voyagé, j'ai été un flâneur salarié, comme disait l'autre, pendant des années et des années. J'ai adoré ça. Donc je n'étais pas nécessairement au contact physique de mes enfants. Mais je revenais toujours. Et ils le savaient, je crois, que je revenais. Et que les astreintes professionnelles justifiaient, ou expliquaient, sinon le justifiaient, expliquaient le fait que je ne fusse pas là. Mais je revenais. Je reviens toujours. Pour le meilleur et pour le pire. Non, j'espère pour le meilleur. En tout cas, oui, je suis revenu et jusqu'à plus en informé, je suis toujours là. Vous êtes toujours là, absolument. Voici le quatrième mot. Le quatrième et dernier ? Le quatrième et dernier mot. On va reparler d'absence, de présence et surtout d'immortalité. Immortalité, j'allais un peu vulgairement vous dire immortalité foutaise. J'allais vous dire aussi que je ne voulais pas cacher, je n'ai pas l'âme religieuse. C'est même un peu le contraire. C'est-à-dire ? D'un autre côté, c'est-à-dire que dussé-je vous choquer, et choquer ceux et celles qui nous regardent. Je ne crois pas que Dieu ait créé les hommes, mais je crois profondément à l'inverse. Les hommes, les femmes, quels qu'ils fussent, sous quelque latitude qu'ils aient vécu, ont tous et toutes, de tout temps, été hantés par les mêmes interrogations. Et d'abord et avant tout, par le fait que notre destinée sur cette terre est une destinée limitée dans le temps, que la mort nous guette et nous attend, et que la crainte, terrifiante effectivement, la crainte de la mort, la haine de la disparition, ont fait qu'on a cru, sous toutes les latitudes, à une forme d'immanence qui garantirait précisément la survie. L'histoire des religions ne s'explique à mes yeux que comme cela. Je vous dis ça avec en même temps, je crois, ou je l'espère, la tolérance de l'altérité, c'est-à-dire que j'entends parfaitement que des gens, des hommes, des femmes, croient, espèrent, cultivent leur conviction immanente, leur conviction religieuse, métaphysique même. La philosophie procède, me semble-t-il, des mêmes préceptes, ou des mêmes raisons, des mêmes causes. La peur de la mort.
C'est la peur de la mort qui crée le sentiment de l'éternité et qui, de ce fait, donne naissance aux religions au pluriel. J'ai toujours pensé, moi, que la dignité de l'homme, c'était sa conscience, la conscience du fait qu'effectivement, notre destinée sur Terre est bornée, définitivement. Au reste, on n'en a jamais trouvé la justification. Je veux dire, on n'a jamais démontré quoi que s'il fût dans ce domaine-là. Alors, l'immortalité est une chimère sympathique qui peut prendre des tours vaniteux. L'immortalité artistique, l'immortalité sportive, l'immortalité, etc. Oui, c'est vrai qu'on se souvient. Car à défaut de survivre, on se souvient. Je me souviens, c'est la devise d'ailleurs de la province du Québec au Canada, la province francophone du Québec. Je me souviens, disent-ils. Ils se souviennent de leur passé, effectivement, les Québécois, ce qui explique qu'ils continuent de parler français dans un univers qui est à 99,9% anglophone. L'immortalité ne me hante pas, je n'y aspire en aucune façon. Je sais que tout ceci se terminera. Ça n'empêche pas de célébrer, d'adhérer à des valeurs, à des convictions, à caractère humaniste, au sentiment, comme je l'ai dit et comme je le redirai, au sentiment de l'égalité. Liberté, égalité, fraternité. On aime à croire, ça nous ramène à Michael Edwards, citoyen britannique, que les Anglais sont adeptes de la liberté, que nous, les Français, nous sommes adeptes de l'égalité. Eh bien, quand ce serait, ce n'est pas si mal. L'idée de l'égalité entre les hommes et les femmes me convient parfaitement. Elle me sied. Et participant de la destinée des hommes et des femmes, je me sens de ce point de vue-là, sinon le frère, en tout cas le proche, de ceux qui, comme moi, comme vous, comme nous tous, hantons cette planète. Ça me suffit. Comme on parle d'immortalité, l'immortalité de l'âme ne fait pas partie de l'équation, selon vous? Pas d'espérance? Mais pas d'espérance, me dites-vous, c'est l'inverse. Je ne crois pas à l'immortalité de l'âme, effectivement. Mais ça n'est pas pour autant que je révoque l'idée de la durée, de la prolongation, etc. Effectivement, il est des domaines de l'activité humaine qui peuvent prétendre, sinon à l'immortalité, du moins à la durée, à la persévérance, à la conformité d'avec le souhait de la race humaine que nous constituons tous. Je pense que n'importe quel être humain peut être sensible à l'Antiquité grecque, par exemple, à la pureté absolue de la sculpture, de la statuaire grecque. Pour peu qu'on situe cette œuvre-là, je cite celle-là, mais je pourrais citer d'autres civilisations, la chinoise, l'indienne, que j'ai eu la chance d'approcher, sans prétendre les connaître, mais je les ai vus, je les ai regardés, etc. J'en ai vu les fruits, les œuvres. Il est certaines œuvres, notamment musicales, notamment littéraires, notamment artistiques, picturales, qui ont franchi les siècles et qui, je pense, continueront de séduire, d'émouvoir, de bouleverser ceux qui, à leur tour, viendront sur cette planète. Pour l'éternité. Vous savez, comme disait quelques humoristes, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Bon, j'aime assez cette façon de contourner l'obstacle qui est de définir l'immortalité. C'est un jeu un peu hasardeux. Mais il est vrai que je pense qu'on peut atteindre à une forme de sublime, autrement dit quelque chose qui nous dépasse à travers les œuvres de l'esprit. Encore une fois, quelle que soit la discipline que l'on pratique ou que l'on regarde, c'est la même chose. Hein. Chose rare ou chose belle, ici savamment assemblée, comme dit Paul Valéry, au fronton du palais de Chaillot. Et il ajoute, « Il dépend de celui qui passe que je sois tombe ou trésor,
que je parle ou me taise, ceci ne tient qu'à toi, ami, n'entre pas sans désir. Pas mal, convenez-en. Bon? Bon ou pas bon? Oh ben, je reste encore un petit peu sur cette notion d'immortalité. Foutaise, pour reprendre le premier mot que vous n'avez pas utilisé finalement, puisque c'est ce que vous vouliez dire et vous ne l'avez pas dit. Et pour vous interroger quand même sur cette notion de sublime divin, et non pas forcément humain. Par exemple, et pour en revenir à votre dernier ouvrage, celui qui présente tellement de points communs, de congruences dans des parcours aussi denses, aussi intenses, avec des valeurs tellement profondes que vous avez découvert à l'âge que vous avez, ça ne vous fait pas croire en Dieu. Il n'y a pas de hasard. S'il n'y a pas de hasard, qu'est-ce ? Non, je ne crois pas. Je n'ai jamais été effleuré par la tentation de la religion. Jamais. Tout pour moi, c'est toujours expliqué, exposé à travers la destinée limitée qui est la nôtre sur cette terre. Je suis un matérialiste définitif. Je suis un incroyant fondamental. Il m'est même arrivé de détester la religion dans ses apparences, dans ses croyances infantiles à mes yeux, dans ses réactions inqualifiables par rapport à l'histoire. Et puisque nous sommes en France au XXIe siècle, j'ai nourri et je nourris encore plus qu'une antipathie, un dégoût à l'endroit de certaines pratiques. Et puisque nous parlons d'Itkin, juif, l'Ancien Testament, puisque nous parlons de la guerre, de la résistance, du nazisme, le comportement de l'Église de France pendant l'occupation, non seulement m'a toujours scandalisé, mais les mots ne sont pas assez forts pour traduire la stupéfaction devant cette façon qui a été celle-là d'abjurer, je dis bien d'abjurer, tout comme on abjure une religion, d'abjurer le message du Christ. Si j'ai bien compris, je ne suis pas complètement borné, le message du Christ est un message de tolérance et de dignité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas ce qui a été pratiqué par l'Église de France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Heureusement, il est des exceptions à cette espèce de neutralité baveuse, sénile, qui a été celle de la hiérarchie pendant la guerre. Il est des exceptions. Et c'est la moindre des choses que de saluer la mémoire du cardinal Jules Saliège, archevêque de Toulouse, de saluer la mémoire de Monseigneur Théas, évêque de Montauban, qui l'un comme l'autre, avec malheureusement trop peu de leurs confrères, tellement peu, qui l'un comme l'autre, en 1942, adresse une sorte de mandement qui sera lu dans toutes les paroisses de leur diocèse ou de leur archidiocèse, la région de Montauban, donc, dans le Tarn-et-Garonne, et la grande région de Toulouse, en Haute-Garonne. Saliège écrit posément, il écrit avec, pense-t-il,
une adéquation complète entre sa foi et sa pratique. Et je pense qu'il a raison. Il écrit au maréchal Pétain, chef de l'État. Il écrit que le comportement de l'Église à l'endroit des Juifs est indigne, qu'elle est en contradiction avec l'Ancien et le Nouveau Testament, avec les Écritures, et qu'il est loisible à tout catholique cohérent de les condamner et de les combattre. Cet homme-là, Monseigneur Saliège, ce faisant, franchit un interdit. Il devient Saliège. C'est admirable. Exactement au même titre qu'Hitkin est devenu Hitkin, choisissant d'aller au bout de sa conviction, sans phrase, d'accepter la fin prématurée, il a 45 ans, la fin de son séjour parmi les vivants. Je ne dis pas que Saliège n'est pas allé jusque-là, ça n'était pas ni sa fonction, ni sa manière d'agir. Du moins a-t-il pris conscience et a-t-il exprimé une conviction qui aurait dû être celle de l'Église de France. Elle est rare, elle est précieuse, elle est sacrée. Merci Olivier Barrault pour ce partage, pour ce dernier mot sacré. Je reviens auprès de vous pour conclure. Mm-hmm. Olivier Barrault, je suis de nouveau en face de vous. Merci pour tous ces mots, ces convictions. Comment est-ce que vous avez ressenti cette expérience, entre guillemets, avec ces mots présentés? J'ai été questionné par un certain nombre de nos confrères, à vous comme à moi, confrères ou consoeurs, à propos de ce livre et de cette destinée fracassée de quelqu'un qui meurt à 35 ans. Avec vous et sur KTO, on a parlé d'éthique aujourd'hui, on a parlé de religion aussi, bien sûr, mais au moins autant d'éthique, de morale, d'absolu. C'est ma seule expérience à ce jour de cet ordre. Je veux dire par là que ce sont là des catégories intellectuelles et mentales qu'on n'aborde pas nécessairement ni tellement facilement, d'autant qu'on a rarement le temps d'approfondir. C'est différent avec vous. D'où le prix qu'on peut et qu'on doit attacher à ce genre de conversation. Ce n'est pas le seul sujet, mais incontestablement, dès lors qu'on évoque la personnalité d'un Sylvain Hitkin, on ne peut pas se permettre d'en faire abstinence. Au contraire, je pense qu'il faut affronter absolument ce qui nous dépasse, ce qui, lui, ne le dépassait pas. Évidemment, ce sont là des comportements très rares. Il faut pour les emprunter des comportements, des attitudes, des convictions qui ne sont pas données à tous et à toutes. Mais du moins sont-ils devant nous porteurs en toute modestie, en toute discrétion de leur poids écrasant, la destinée humaine. Hein. Ça prend aussi ce tour-là qui nous dépasse. En tout cas, en lisant votre livre, en vous écoutant, je crois que les lecteurs, les téléspectateurs, futurs lecteurs, verront qu'il y a beaucoup de Sylvain Hitkin en vous, Olivier Barrault. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Et je rappelle donc ce livre à lire, Portrait d'Hitkin, Olivier Barrault, aux éditions Gallimard. Merci à vous de nous avoir suivis. Derrière vos écrans, vous connaissez l'adresse pour revoir l'émission ktotv.com. On se voit la semaine prochaine. À bientôt. Merci beaucoup.